Voici une dépêche, ou plus exactement un titre de journal. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. C'est quand, à votre avis? C'est 57? C'est 1957, 1992, 2005? C'est maintenant? Non. C'est en 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer à Berlin. C'est le grand titre de Paris Soir du 1er février 1941. Et dans cette période-là, dont on parle très peu d'ailleurs aux jeunes Français comme aux moins jeunes, eh bien on nous parlait déjà de la construction de l'Europe. La France européenne, regardez cette affiche, la France européenne, il est même marqué dessus construction de l'Europe avec un drapeau français, comme si c'était la France qui voulait la construction de l'Europe. Cette construction européenne, cette France européenne, eh bien, ce fut une grande exposition qui fut inaugurée à Paris le 6 juin 1941 au Grand Palais avec les autorités nazies. Exposition La France européenne. L'inauguration se fit avec ici M. Fernand de Brinon, qui était le représentant officiel de l'État de Vichy auprès des armées d'occupation, et il y avait M. Otto Abetz et M. Stumpnagel, qui étaient les représentants des autorités nazies, à la fois civiles et militaires, qui occupaient la France. Et qu'est-ce que l'on faisait pendant cette inauguration, pendant laquelle on circulait dans cette exposition pour montrer les bienfaits de la construction européenne? Eh bien, on voyait ici une carte avec marqué « hier » et « demain ». Vous savez, c'est comme les avant-après des lotions capillaires. Hier, c'était l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, avec des murs qui sont autant que des frontières qui sont autant de murs. Demain, eh bien demain, c'est la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler, où l'on circulera si librement, où l'on aura un grand marché, où tout sera beaucoup plus facile, où l'on aura enfin le génie européen qui pourra s'affirmer à la face du monde. C'était tout à fait d'ailleurs la propagande de Vichy. Ça, ce sont des affiches de la propagande de 1941-1942. Je travaille en Allemagne, fais comme moi, c'est pour la France. On prenait déjà modèle sur l'Allemagne. Et ici, il fallait fabriquer des bombes, travaillez en Allemagne, État français, pour une France plus forte. Ça ne vous rappelle rien, ça? Il faut faire l'Europe pour une France plus forte? Il faut prendre modèle sur l'Allemagne pour que la France soit plus forte? C'est exactement le discours que nous avons actuellement, aujourd'hui même, dans quelques jours encore. Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure? Voilà ce que l'on disait en 1941 en montrant le portrait du maréchal Pétain. Lui, il savait quels étaient les problèmes de l'heure. Il fallait effectivement faire comme les autres pays d'Europe. Il fallait, comme les autres, faire ce que faisait le chancelier d'Allemagne, M. Hitler. Il fallait faire comme ce que l'on faisait en Italie avec M. Mussolini, et puis M. Franco en Espagne, et puis M. Salazar au Portugal, et puis le régent Horthy également en Hongrie. L'heure était au régime à poigne, l'heure était au fait qu'il fallait de la discipline. Il fallait en perdre les mauvaises habitudes. On avait toute la rhétorique de l'État français consistait à dire que les Français finalement avaient été battus et finalement c'était de leur faute parce qu'ils avaient pris trop de bon temps. Il y avait donc une collusion pour finalement trouver que cette défaite avait été finalement une espèce de début de rédemption. Je renvoie ici notamment au livre spectaculaire de Madame Lacroix-Ris, Le choix de la défaite. Il faut bien voir que nous avions une collusion des autorités de Vichy avec l'Allemagne, mais des autorités de Vichy avec les États-Unis aussi. Parce que c'est l'un des grands secrets de la Seconde Guerre mondiale sur lequel dont on ne vous parle jamais. C'est que les États-Unis avaient pendant très longtemps fait le choix de l'Allemagne.
Et même après qu'ils fussent entrés en guerre contre l'Allemagne, après l'attentat de Pearl Harbor, les attaques de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, où les armées japonaises sont venues détruire la flotte américaine du Pacifique, et où donc les États-Unis sont entrés en guerre contre les puissances de l'Axe, c'était le 7 décembre 1941. Eh bien, regardez cette photo prise à Vichy le 27 avril 1942. C'est qui? C'est le maréchal Pétain à l'hôtel du Parc, qui était le siège du gouvernement, en entretien avec l'amiral William Leahy, ambassadeur des États-Unis auprès de l'État français. Parce que ce que l'on oublie de dire, c'est que lorsque Charles de Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 1940, il était tout seul, il avait encore moins de monde que moi. Quand j'ai fait le congrès fondateur de l'UPR, il était tout seul. Et ce que l'on oublie de dire, c'est que les États-Unis d'Amérique ont, comme d'ailleurs l'ensemble des pays du monde, reconnu le régime de Vichy. Il n'y a qu'un seul État qui n'a pas reconnu le régime de Vichy, qui a reconnu la France libre. Cet État, c'est la Grande-Bretagne de Churchill, pour des raisons qui appartiennent notamment à Churchill, et puis parce qu'il avait vu dans De Gaulle une espèce de gouvernement en fuite, un peu comme le gouvernement polonais. Et ça veut donc dire que les États-Unis, ils ont choisi Pétain. Et ils l'ont choisi jusqu'à la fin 1942. Et Pétain lui-même s'entretenait volontiers, toutes les semaines d'ailleurs, avec l'ambassadeur des États-Unis présent à Vichy. La quintessence de toute collaboration, c'est donc pas du tout le fait d'être les alliés de l'Allemagne nazie, comme on veut bien le faire croire. Ça va au-delà. La quintessence de toute collaboration, c'est la soumission servile à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. C'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Ils préféraient d'ailleurs également Pierre Laval, qui était à la tête du gouvernement de Vichy. Pierre Laval, dont la fille José Laval avait épousé René de Chambrun. René de Chambrun, le gendre de Pierre Laval, qui avait la double nationalité française et américaine, puisqu'il était le fils d'une Américaine qui s'appelait Clara Longworth. Clara Longworth, qui était par ailleurs lié, le frère de sa mère, son oncle donc, avait donc été le gendre de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis d'Amérique. Et la nièce de cet oncle avait en outre épousé Franklin Roosevelt, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, en 1942, de telle sorte que Pierre Laval avait assuré ses arrières. Il avait des liens familiaux aux États-Unis. Il y en a d'autres. Il avait des liens familiaux avec Franklin Roosevelt. Pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne, dans son discours du 22 juin 1942, son gendre René de Chambrun était reçu par Franklin Roosevelt pour négocier la suite des événements. Pierre Laval, qui avait fait ce discours du 22 juin 1942, resté célèbre, là où il disait qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Qu'est-ce qu'il disait dans ce discours que nos livres d'histoire sont gênés aux entournures de rappeler? C'est quoi le discours de Pierre Laval? Pour moi, Français, je voudrais que demain nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Nous voilà placés devant cette alternative. Ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Mais c'est exactement le même discours que nous entendons aujourd'hui dans la bouche de tous les européistes. D'ailleurs, Pierre Laval était bien connu des États-Unis. Il avait été fait Man of the Year 1931 par le magazine Time, l'homme de l'année, où on le voyait d'ailleurs en photo, vous voyez, en train de pointer du doigt quoi?
De pointer du doigt quoi? Qui? Eh bien de pointer du doigt tout simplement le président des États-Unis qui l'avait reçu justement en 1931, qui était le président Hoover. Vous savez, celui qui d'ailleurs n'a jamais réussi à sortir les États-Unis de la Grande Dépression. La petite histoire veut que d'ailleurs le président Hoover était agacé par ce Français qui lui montrait comme ça, par cette espèce de proximité factice que Pierre Laval recherchait avec le président des États-Unis devant les caméras pour ensuite en imposer au peuple français. C'était ça que faisait Laval, une espèce d'histrion médiatique, essayant de montrer qu'il était copain comme cochon avec le président des États-Unis, lequel regarde ça d'une façon avec un certain détachement. Voilà la quintessence de M. Laval, qui serre la main d'Adolf Hitler, mais qui également essaye de montrer à quel point il est copain avec tous les grands de ce monde, et notamment avec le président des États-Unis. J'ai une photo cruelle à vous montrer. En 2007, Nicolas Sarkozy montre du doigt le président Bush pour afficher devant la presse une proximité factice avec le chef d'État américain, comme s'ils étaient des alliés de même niveau, alors que l'un n'est que le subordonné de l'autre. L'esprit de collaboration, c'est ça, c'est faire carrière à tout prix en servant les puissants du moment, l'Allemagne, les États-Unis, en servant les puissants du moment, les puissances financières, n'importe qui, plutôt que l'indépendance de la France et que la liberté des Français. De Gaulle a expliqué dans les années 60 ce qui s'était passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il l'a expliqué à Perfit, et alors vraiment ouvrez grand vos oreilles parce que c'est très intéressant. De Gaulle a expliqué à Perfit, Roosevelt était un type qui voulait dominer l'univers et bien entendu décider du sort de la France. Alors, De Gaulle, ça l'embêtait. Il ne le trouvait pas assez souple. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le maréchal était encore là, il n'aurait rien à leur refuser, ce qui était bien vrai. D'ailleurs, Roosevelt avait dit aux émissaires de Gaulle, après l'affaire de l'opération Torche, lorsque les Anglo-Américains étaient intervenus en Afrique du Nord, à la fin de 1942, qui n'avaient pas prévenu De Gaulle et qu'ils avaient fait alliance avec Darlan, Eisenhower avait fait alliance avec Darlan, c'est-à-dire avec le dauphin de Pétain, Roosevelt avait eu ce propos incroyable. Il avait dit aux émissaires de Gaulle, oui, je traite avec Darlan parce que Darlan me donne Alger, et demain, je traiterai avec Laval lorsque Laval me donnera Paris. Parce que c'était ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était bien de tout faire pour empêcher que De Gaulle puisse accéder au pouvoir, et avec lui la résistance française, et pour remplacer, même pas remplacer, conserver tout simplement des domestiques qui avaient fait la preuve d'ailleurs de leur souplesse, puisqu'ils avaient collaboré avec les autorités ennemies. Alors De Gaulle poursuit en disant « Ensuite, Vichy étant vraiment devenu impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giraud. Le général Giraud, qui lui aussi était vichiste et qui d'un seul coup, après 1942, après l'invasion de l'Afrique du Nord par les troupes anglo-américaines, d'un seul coup s'était rallié aux Américains. Les Américains veulent toujours avoir des généraux Giraud, des amis de Karzai, des young leaders de la French American Foundation. Puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot, Édouard Herriot, président du Conseil de la Troisième République. Et écoutez la suite. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j'allais y entrer, donc à l'été 1944, avec Laval, Herriot. Tout ça a été manigancé avec Otto Abetz,
qui était le représentant de Hitler à Paris sous l'occupation, et avec Alan Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. C'est Charles de Gaulle qui le dit à Alain Perfit le 17 juin 1964 dans un entretien en tête-à-tête. On voit donc bien la collusion qu'il y avait entre les autorités américaines et puis les autorités d'occupation et les autorités de collaboration françaises. Ils voulaient tout simplement qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils aient une France entièrement domestiquée, aussi domestiquée que l'avait souhaité Hitler. Finalement, c'était quasiment un conflit d'impérialisme entre les Anglais, entre les Américains et les Allemands, et rien d'autre.